4 Navy Seals, l'élite de l'élite, sont envoyés en mission secrète dans les montagnes afghanes. Leur objectif ? Capturer ou éliminer un chef taliban responsable de la mort de nombreux Marines. Mais l'opération tourne au cauchemar. Ils tombent dans une embuscade encerclés et dépassés en nombre. Coupés de tout soutien, ils assistent impuissants à la destruction de leur hélicoptère de secours. Un seul survivra grièvement blessé, traqué, abandonné, obligé de ramper pour survivre. Voici l'histoire de ce survivant, une plongée brutale dans la réalité de la guerre et le courage face à l'impossible. Marcus Luttrell, laissé pour mort, survit grâce à un acte de compassion inattendu. Un village afghan, guidé par le code d'honneur Pashtunwali, choisit de le protéger au péril de sa vie. Ces civils, sans armes ni allégeance, défient les talibans pour sauver un ennemi blessé. Leur geste révèle une humanité profonde, transcendant la guerre et les frontières. L'histoire de Marcus n'est pas seulement celle d'une survie, mais d'un pont entre deux mondes opposés. C'est la preuve que, même dans la guerre, la compassion peut triompher. Né au Texas, Marcus Luttrell rêve dès l'enfance de devenir Navy SEAL. Avec son frère jumeau, il s'entraîne sans relâche, guidé par un vétéran du Vietnam. Endurance, discipline et résilience forgeant son caractère. À 19 ans, il s'engage dans la Navy et vise le programme BUD-S, le creuset des SEALs. Marcus est discret, loyal et déterminé à ne jamais abandonner. Son parcours commence par la volonté de servir et de protéger ses frères d'armes. BUD-S, 6 mois d'épreuves extrêmes, brise la plupart des candidats. L'enfer culmine avec la Hell Week, 5 jours de torture physique et mentale, presque sans sommeil. Beaucoup abandonnent, mais Marcus tient bon. Il endure le froid, la douleur, l'épuisement et reçoit enfin le trident des SEALs. Sa motivation n'est ni la gloire ni la reconnaissance, mais la volonté de protéger ses frères. Marcus rejoint l'élite, prêt à affronter l'inimaginable. Son vrai test ne fait que commencer. Juin 2005, l'armée américaine traque Ahmad Shah, chef taliban responsable de nombreuses attaques meurtrières. La province de Kunar, terrain montagneux et hostile, favorise les insurgés. Les renseignements situent Shah près du village de Salarbach, dans une zone contrôlée par les talibans. Une attaque directe serait suicidaire. Une mission de reconnaissance s'impose. L'opération Red Wings est confiée à la SEAL Team 10, dont Marcus fait partie. L'équipe se prépare, consciente du danger, mais loin d'imaginer la tragédie à venir. La mission va marquer à jamais l'histoire des SEAL. Le plan pour l'opération Red Wings semblait, en apparence, d'une simplicité trompeuse. C'était un profil classique de mission des forces spéciales, fondé sur la discrétion, la patience et la précision. L'équipe SEAL de 4 hommes serait insérée par hélicoptère, sous le couvert de la nuit, pour atterrir dans une zone reculée et en altitude, offrant un point de vue stratégique sur la zone cible. Depuis cette position cachée, ils devaient observer silencieusement, surveillant le village en contrebas pour confirmer la présence d'Ahmad Shah. Une fois la cible identifiée de façon certaine, ils devaient de transmettre l'information à la base pour lancer la seconde phase de l'opération, qui pourrait impliquer une frappe aérienne ou l'arrivée d'une force terrestre plus importante. Leur empreinte opérationnelle devait rester minimale. Ils n'emportèrent que l'essentiel pour une mission prévue pour durer tout au plus quelques jours. Des rations limitées, une quantité de munitions soigneusement calculée et le matériel radio spécialisé pour communiquer avec leur quartier général à la base aérienne de Bagram. Il n'y avait absolument aucune marge d'erreur. Chaque mouvement devait être silencieux, chaque décision précise. Ils opéraient en plein territoire ennemi, une minuscule île de puissance militaire américaine au cœur d'une mer hostile. Leur survie dépendait entièrement de leur entraînement, de leur discipline et de leur capacité à rester totalement invisibles aux yeux des forces ennemies tout autour d'eux. Au cœur de la nuit, l'équipe embarque à bord d'un hélicoptère CH-47 Chinook, dont les puissants rotors fendent l'air mince des montagnes. Le vol est tendu, mais familier, une sorte de prélude aux dangers à venir. L'hélicoptère les dépose discrètement au sol, à une altitude d'environ 8000 pieds. Dès que le bruit du Chinook s'estompe au loin, ils sont enveloppés d'un silence profond et d'un froid mordant. Le terrain est encore plus traître que prévu. Une pente raide, impitoyable, jonchée de pierres instables et de schiste, avec très peu d'abris naturels. Mais c'est précisément dans ce genre d'environnement que les SEALs excellent, car ils sont formés pour affronter des conditions extrêmes. Pendant plusieurs heures, l'équipe progresse dans l'obscurité avec une discrétion de fantôme, chaque pas posé avec une extrême prudence. Ils naviguent à travers ce paysage abrupt, se dirigeant vers un promontoire rocheux préalablement choisi qui leur servira de poste d'observation initial.
De là, ils bénéficient d'une vue dégagée sur le village où Ahmad Shah est supposé se cacher. Ils prennent position juste au moment où la première lueur de l'aube commence à effleurer les sommets lointains. Il n'y aura ni feu, ni lumière, ni bruit. Leur monde se résume désormais à la vue à travers leurs lunettes de visée et leurs jumelles, et à l'attente, glaciale et silencieuse. Durant les premières heures de leur observation, tout se déroule exactement comme prévu. Les 4 cils restent parfaitement immobiles, scrutant le village en contrebas avec leurs puissantes optiques. Ils notent les allées et venues des villageois, enregistrant le rythme quotidien de la vie dans ce hameau reculé, cherchant le moindre indice de la présence d'Ahmad Shah ou de ses combattants. Le soleil monte lentement dans le ciel et la mission progresse sans accroc. L'équipe n'a pas été repérée, elle est bien positionnée, concentrée sur son objectif. Ils décident alors de déplacer légèrement leur position pour obtenir un meilleur angle de vue sur un groupe de bâtiments qui les intrigue. C'est ce simple ajustement qui va en fait bouleverser irrémédiablement leur destinée. Alors qu'ils se déplacent vers leur nouvel emplacement, l'impensable se produit. 3 bergers afghans, 2 hommes plus âgés et un adolescent apparaissent soudainement sur le sentier juste devant eux. Les bergers guident leurs troupeaux de chèvres à flanc de montagne, les clochettes tintant doucement dans l'air calme, et ils tombent nez à nez avec la position pourtant cachée des Seals. En un instant, la règle la plus fondamentale de la mission, restée invisible, vole en éclats. Les Seals se figent, réagissant par pur réflexe. Ils ne tirent pas. Au contraire, ils maîtrisent rapidement et en silence les bergers, leur retirant leurs bâtons de marche et les fouillant à la recherche d'armes ou de moyens de communication. Ils ne trouvent rien. Il s'agit, à l'évidence, de civils non armés. Cette complication soudaine et inattendue confronte l'équipe à l'un des dilemmes les plus difficiles qu'un soldat puisse rencontrer lors d'une opération secrète. Ils sont désormais compromis et doivent décider du sort de ces civils capturés. 3 options, toutes lourdes de conséquences, s'offrent à eux. La première, la plus brutale. Exécuter les bergers pour garantir leur silence, dissimuler les corps et poursuivre la mission. La seconde, les ligoter et les abandonner sur la montagne. Mais ils savent que les liens ne tiendront pas longtemps et que les hommes mourraient sûrement d'exposition s'ils étaient laissés là toute la nuit. La dernière option, c'est de les relâcher, respectant ainsi les règles d'engagement et leur propre code moral. Le chef d'équipe, le lieutenant Michael Murphy, ouvre la discussion à ses hommes. S'engage alors un débat lourd, profondément moral, où chacun pèse ses valeurs personnelles face à sa survie et à la sécurité de la mission. Ils sont Navy Seals, pas des assassins, et l'idée de tuer des civils non armés, dont un adolescent, leur est insupportable. Après une discussion tendue, ils font le choix honorable, celui qui correspond à leurs valeurs de militaires américains. Ils décident de relâcher les bergers. Les 3 Afghans s'éloignent en silence, dévalant la montagne sans un mot. Mais, en les regardant disparaître, un profond sentiment d'inquiétude s'installe chez les Seals. Ils savent, avec une certitude glaçante, que leur mission vient de se transformer en une véritable course contre la montre. Il s'était à peine écoulé 1 heure depuis qu'ils avaient relâché les chevriers. Le calme précaire qui s'était installé sur la montagne fut, brisé par un unique, sec claquement de fusil. Il a résonné depuis la paroi rocheuse, en face de leur position, une ouverture claire et délibérée à la bataille à venir. Cela a été immédiatement suivi par une volée assourdissante de tirs d'armes automatiques, une tempête de balles déchirant l'air autour d'eux. Puis, une autre et une autre. Soudain, de la forêt environnante et des crêtes, plus de 50 combattants talibans ont émergé, armés de AK-47, de mitrailleuses PKM et de lance-roquettes. Ils étaient partout. Les Seals étaient complètement exposés et catastrophiquement en infériorité numérique. Le piège s'était refermé. Les chevriers avaient, comme on le craignait, alerté la milice locale, et les forces d'Ahmad Shah avaient agi avec une vitesse et une précision terrifiantes pour encercler la petite équipe américaine. La mission n'était pas seulement compromise, elle était terminée. Maintenant, une nouvelle mission commençait, la survie. Les 4 Seals ont immédiatement riposté, leur entraînement prenant le dessus alors qu'ils cherchèrent le moindre abri que le terrain rocheux pouvait offrir. Mais leur position était presque indéfendable. Ils étaient sur une pente raide et ouverte, un parfait champ de tir pour les forces ennemies qui tenaient les hauteurs, tirant sur eux depuis de multiples positions bien dissimulées. Ils étaient pris dans un tir croisé mortel, sans aucune voie d'évasion viable en vue.
Le